la chrétienté est une donne importée. Le droit lui-même, c'est importé. Ça fera débat parce que vous êtes un panafricaniste. Et tous ces éléments-là, toutes ces valeurs qui ont accompagné justement le système politique ont failli. Ça ne nous a pas amené nulle part. Alors maintenant, il faut véritablement revisiter à la fois la religion, à la fois le système éducatif, à la fois le système politique. Revisiter en lui donnant quelle trajectoire? En lui donnant un contenu, parce qu'il existe des héritages traditionnels. J'étais en train de vous dire que nous avons tenté les solutions des autres. Les gouvernements à l'architecture occidentale, on y a tenté. Le gouvernement avec des professeurs d'université, on y a tenté. Les gouvernements avec des assistants techniques étrangers, on y a tenté. Le gouvernement avec le système économique libéral, socialiste, communiste, etc. On a tout essayé, ça ne nous a pas reçu. On a tout essayé, rien n'a encore en pouvoir essayer aujourd'hui si dans la gibecière des solutions occidentales. Rien du tout. Alors maintenant, si on monte sur une échelle, on n'y arrive pas, il faut changer d'échelle. Qu'est-ce qui nous reste alors? Eh bien, ce qui nous reste, c'est d'interroger, et naturellement, nos ancêtres. Sur cette question, vous êtes philosophique. J'aimerais un peu que vous puissiez être un peu explicite. Ou en d'autres termes, si je vous comprends bien, en tant que panafricaniste, vous n'êtes pas favorable à une quelconque révision de la Constitution, puisque changer cette Constitution que nous avons aujourd'hui pour en adopter une autre qui serait calquée sur le modèle français reviendrait à ne rien changer. À ne rien changer. Et c'est comme ça que je vous dis qu'il y a des raisons pour changer la Constitution. Premièrement, c'est cette importation qui ne nous a pas donné vraiment des résultats. Deuxièmement, lorsqu'on se classe dans le système hérocentrique que nous utilisons aujourd'hui, les élections nous coûtent horriblement cher. Totikala seko seko ndenali puta na wax de maman Moseka les toko maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. La société est ce qu'elle est devenue parce que la politique a cessé de s'occuper de la gestion de la cité. La politique est devenue une raison de survie et non plus l'idéal. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste dans la sphère, dans l'agora politique congolaise. Et on va revenir aujourd'hui sur beaucoup de choses, sur beaucoup de questions, des questions que vous vous posez parfois aussi, avec le choix de l'invité que nous avons fait. J'espère que la pertinence ne fera pas défaut. Et si le succès de sa morale n'a pas égalé le triomphe de sa politique, c'est qu'il est devenu plus difficile, comme il est devenu plus beau, d'améliorer les hommes que de les gouverner. C'est à cet objectif commun que nous devons, ou c'est sur cet objectif que nous devons nous focaliser pour que le pays retombe sous ses jambes et que nous puissions vivre l'idéal et faire respecter les combats de nos pères de l'indépendance. C'est avec plaisir que nous recevons ce soir un haut cadre du parti présidentiel, Norbert Yamba-Yamba. Il était là la fois précédente. Il a jugé défendable de répondre encore à notre invitation.
parce que l'actualité l'exige. Merci de l'honneur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Norbert Mbayamba. Merci, Comment vous allez Jérémy. d'abord? Ça va, c'est bien. Je sais qu'il y a des petits soucis, mais à la guerre comme à la guerre. Vous dépassez cet état de choses. L'esprit qui vous caractérise est bien plus fort et bien plus en forme Plus fort. que peut-être le corps. Plus fort. On a le caractère d'un lion. Exact. Un lion n'abandonne jamais. Exactement. Il faut toujours être comme un requin, quoi, qui sait sauter à n'importe quelle occasion. Et maintenant, le pays est en difficulté. Il y a beaucoup de défiance, beaucoup de médisance. Il est important quand même que des voix de lucidité soient interpellées et participent au débat pour que les choses soient clarifiées. Et quel est le sens, peut-être une question anodine, que vous donnez à la politique? Bon, la politique, c'est la gouvernance de la cité. J'ai tout petit peu été inquiet quand vous dites que la politique a perdu sa raison d'être. Et que parce que la politique, chez nous, ce n'est plus l'idéal. C'est devenu un objectif ou une raison de survie. Ou que sais-je. Il ne faut pas tirer cette conclusion. En fait. Cette conclusion est non concluante. Tout simplement parce que la politique elle-même, l'art de gouverner, la science de gouverner, c'est aussi un idéal. Et ça s'améliore au jour le jour. Et on dit généralement que les efforts d'aujourd'hui se nourrissent des erreurs d'hier. C'est les erreurs d'hier consolident une conviction et nous donnent des orientations pour améliorer la situation. Je considère que tout ce qui se passe, ce sont des douleurs d'enfantement. Heureusement que vous êtes des journalistes lucides, vous êtes en train d'inviter les uns les autres et je crois qu'il arrivera un moment donné où nous allons voir tous dans la même direction, nous allons avoir le même niveau de compréhension de ce que représente la valeur intrinsèque de notre politique. Et c'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Oui, à travers les médias, il est possible de faire vivre la démocratie et que la démocratie fonctionne comme elle doit être. C'est possible, même si le débat chez nous est devenu ce qu'il est, mais on a la chance d'avoir certains esprits lucides, certaines têtes pensantes qui sont au-dessus de la mêlée, qui analysent froidement les questions de l'heure. Je reviens sur cette question du sens profond de la politique, mais la politique doit être accompagnée des valeurs. Mais à partir du moment où la politique a comme soubassement les antivaleurs, eh bien, on n'a plus l'idéal et on est perdu. Tout ce que nous devons faire doit relever un certain nombre de valeurs. Parce que ce sont les valeurs qui guident la société. Et une fois les valeurs abandonnées, il faut s'entendre véritablement à un effondrement. C'est le cas de les dire aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas en plein effondrement, mais certes, il y a un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Cela n'est pas un effondrement, bien au contraire, ça motive à ce que nous puissions davantage travailler pour améliorer la situation. Certainement que lorsqu'on regarde la classe politique, on a l'impression qu'il y a beaucoup de patriotes. J'allais dire, des gens qui sont très préoccupés par leur survie personnelle. La politique du ventre. Et or, si vous regardiez la création de partis politiques, si c'était vraiment la création des entreprises, ça aurait pu véritablement aider notre société. Mais tout le monde veut créer son propre parti politique. Il veut en faire comme une boutique, une entreprise. Et c'est ça justement le danger. Et vous avez raison de dénoncer cela, parce qu'effectivement, ça nous retarde. Ça nous retarde à bien des cas. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il faut véritablement que les voix se dévoilent pour que finalement, on arrête ce qui peut être considéré comme une hémorragie. Parce que des jeunes gens, même des adultes qui ont été à l'université, beaucoup portent même des grands diplômes, etc. Et qui trouvent comme un refuge économique le parti politique. Parce que c'est la facilité. Avec quel idéal? Et donc, c'est vraiment difficile. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire que la politique n'est plus la solution à tout? La politique
certainement, ne pouvait pas être la solution à tout. Tout simplement parce que la politique a ses aléas. La politique a comme allié les intérêts. Et je voudrais vous dire que cette politique que nous sommes en train de pratiquer est une politique importée. Le système lui-même est importé. Il est importé du droit gréco-romain qui a été motivé et guidé par les intérêts. Lesquels? Les intérêts de domination, les intérêts de pillage, les intérêts de survie personnelle. Aujourd'hui, nous avons intérêt, effectivement, de regarder à la loupe ce qui se passe chez nous et de nous dire que ce que nous avons utilisé par le passé et que nous continuons à utiliser ne nous a pas fait suffisamment avancer. Il faut donc orienter notre regard vers ce que les ancêtres ont vécu, parce qu'en réalité, tout ce que nous assistons, le système politique est arrivé avec la colonisation, c'est au 19e siècle. Je ne vais pas parler de la traite négrière, parce que là, c'était justement le commerce des esclaves et compagnie, etc. Et donc, cette politique, ce système que nous avons, qui est appelé à tort la démocratie, etc., ce système-là est importé, c'est un système romano-germanique qui est fondamentalement étranger par rapport à Est-ce que c'est notre le système culture. politique qui empêche, par exemple, les gouvernants à ne pas travailler pour l'intérêt du peuple ou à ne pas répondre à ses aspirations les plus profondes? Nous avons dit que le système politique marche de pair avec un certain nombre de valeurs. Tout à fait. Et si ces valeurs-là ne permettent pas véritablement de constituer des garde-fous pour empêcher les dérives, elles ne sont plus valeurs. En démocratie, il n'y a pas de valeurs? Non, il y a des valeurs. Égalité, la justice, ce sont des valeurs. Mais on peut s'en servir pour aider notre pays à colmater les brèches. Bien entendu, mais nous avons des textes de droit, nous avons des textes de loi, nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais écoute, on en fait quoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas un problème de tribunal de conscience. Tu vois? Parce qu'en réalité, lorsque je prends ce téléphone, si je ne suis pas reproché par ma propre conscience, ça devient un danger. Si je dois essentiellement penser que, bon, si je prends le téléphone d'autrui, je serai arrêté, et que même si je suis arrêté, je peux négocier avec le magistrat, et cela peut vraiment se passer sans problème, alors là, c'est un danger public. Mais si, moi, dans mes valeurs intrinsèques, dans mes valeurs culturelles, dans mes valeurs authentiques, je suis en mesure de comprendre que si je vole le téléphone d'autrui, à ce moment-là, je me fais du mal. Je me fais du mal et mes 4 générations sont vouées. C'est l'esprit que nous devons retrouver. Est-ce que cet esprit est contenu aujourd'hui dans la constitution actuelle du 18 février 2006? Je recevais sur le même plateau un des hommes d'église, l'évangéliste Roger Baka, qui a parlé qu'il faut réviser la constitution et qu'on quitte la laïcité pour déclarer l'État chrétien. Non, c'est pas ça. Et l'État chrétien viendra avec un certain nombre de valeurs. Non, la chrétienté est une donne importée. Le droit lui-même, c'est importé. Ça fera débat parce que vous êtes un panafricaniste. Et tous ces éléments-là, toutes ces valeurs qui ont accompagné justement le système politique, ont failli. Ça ne nous a pas amené nulle part. Alors maintenant, il faut véritablement revisiter à la fois la religion, à la fois le système éducatif, à la fois le système politique. Revisiter en lui donnant quelle trajectoire? En lui donnant un contenu, parce qu'il existe des héritages traditionnels. Qu'est-ce qui a été fait par le passé par nos ancêtres? Regardez, il n'y a pas longtemps, à 1236, il a existé une charte en Afrique, au Mali. Ce qu'on appelait la charte de Mandem. On appelle ça Nkurukumfuga, avec 44 articles. En quelle langue? C'est repris à Maléké, je crois, à Maléké. Et puis bon, voilà, donc on ne peut pas, même chez nous, les chefs n'ont pas de militaires. Lorsqu'ils sortent le matin pour demander aux gens de travailler ou d'arranger la route, c'est cette puissance culturelle, authentique, traditionnelle qui lui donne ce pouvoir-là, de pouvoir avoir une emprise sur les autres. Et même quand vous volez, il existe même des rituels traditionnels qui vous interdisent. Et quand vous faites une erreur, bien, vous tombez. J'étais, s'il te plaît, Gédéo, en Inde, etc., à New Delhi, en fait, dans la capitale même. Capitale de l'Inde. Je suis allé acheter
quelque chose dans une petite boutique, etc. Et quand j'ai acheté, ben, il faut payer en définitive le TVA. Et je voulais partir, moi j'ai dit non, j'ai payé ce qui a été prévu. Il dit non, il faut payer le TVA. Moi j'ai dit mais pourquoi? Il dit non, chez nous, on ne peut pas tromper l'État parce que l'État c'est nous. Et nous sommes sanctionnés par nos traditions. Donc si moi je bénéficie au détriment de l'État, ça devient un danger de mort pour moi et pour mes générations futures. Non, si vous voulez, prenez votre argent et vous me remettez mes histoires. Le soir, je devais voir... Chez nous, où serait passée, excusez-moi, où serait passée cette force qui reprimande et qui reprouve certaines antivaleurs? Cette force-là n'existe plus, elle a été remplacée par la religion. Cette religion a guidé la Bible, dont nous croyons que c'est une dictée surnaturelle, et que finalement, on a autant de pasteurs, on a autant d'évêques, on a autant d'archevêques, on a autant de diacres, etc., plus que les médecins, plus que vous les journalistes. Regardez le pays où on en est, c'est l'immoralité la plus totale. Et tous ces gens qui gèrent la République, pour lesquels nous considérons que c'est mal fait, mal géré, etc., viennent des églises. Oui, donc c'est de tout ça. Alors maintenant, il faut reposer la question. Raison pour laquelle on va parler... Si l'Église est l'opium du peuple, comme disait Karl Marx, alors la politique, elle est quoi? Mais la politique aujourd'hui, c'est... Elle est pire. Bon, je dirais, en Afrique subsaharienne... Elle est pire que l'Église. En Afrique subsaharienne, non, c'est l'Église qui génère des politiques, etc. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas arrêter le débat au niveau des clivages politiques, des clivages idéologiques. Il faut amener le débat vers la refondation de la République. Et la refondation de la République veut dire qu'il faut restaurer, c'est pas nos valeurs. Ça passe par la restauration de nos valeurs. Il faut rétablir notre spiritualité authentique et faire en sorte que nous puissions aussi restaurer notre génie propre. Et c'est là fondamentalement dans une approche afrocentrique. Il faut donc faire une rupture du cordon ombilical avec l'approche eurocentrique qui a considéré qu'il détient l'idéal civilisationnel qui est un faux débat. Au contraire, tout est démontré aujourd'hui avec une littérature abondante sur la théorie des deux vérités contraires. Tous, nous avons nos valeurs, tous nous pouvons cohabiter, mais que chacun, justement, puisse brandir ses particularités pour participer à la redéfinition de l'ordre international. Ça, on en a besoin. Il me semble que le débat n'est pas là. Tous nos politiques créent les partis politiques pour discuter de manière à partager le pouvoir. Et quand quelqu'un est satisfait, il croit qu'il a rempli sa tâche. Et là, ça devient un danger public. Un danger public, certainement. Merci beaucoup, Norbert Yamba, pour cette entrée brillante, pour cette intro brillante, bien sûr. Reconsidérer, refonder les génies propres, retrouver les génies propres, c'est ce que même dit la Constitution dans son préambule. Je crois qu'il y a encore du chemin. Oui, le préambule constitutionnel m'inspirait du droit gréco-romain où on répète comme des petits perroquins, on n'a pas la conscience de ce que cela représente. Mais la Constitution du 18 février ou notre Constitution s'est inspirée du droit français, du droit belge. Bien entendu. Nos députés se sont inspirés pour légiférer chez nous. Oui, mais ils ont été formés dans cette école-là, ils ont légiféré dans cette école-là. Ouais, j'ai entendu quelqu'un dire hier, je suis professeur de droit. Et lorsque j'écoute, il n'a aucune culture de ce que représente sa société. On ne peut pas être un scientifique lorsque vous n'avez aucune valeur intrinsèque en termes d'héritage traditionnel. Qu'est-ce que vous faites pour inverser la tendance? Parce que vous aussi, vous faites des recherches. Je fais des recherches. En français, vous réfléchissez mieux en français que même en lingala. Nous sommes pris dans ce carcan. Nous sommes en train, effectivement, on est ligaturés, on est ligotés, mais il faut prendre conscience. Mais il ne faut pas s'en prévaloir. Parce qu'on est auréolé d'un faux prestige. Comment pouvez-vous imaginer que moi, là, je suis là, au lieu d'inventer un système politique, si par exemple je suis professeur de droit, professeur de sciences politiques, écoute, je n'invente rien. Dans un système qui nous met toujours en concurrence déloyale, dans un système où il y a des conflits récurrents, permanents, etc. Au lieu de réfléchir pour générer un autre système qui rivalise le système occidental, nous, on n'est pas là. On est là juste pour grimper sur les idées des autres. Parce que ça, c'est la faute de vous, politiques. Bien entendu. Non simplement la faute politique, mais il faut avoir des gens qui peuvent provoquer la rupture. Et la rupture, il faut des panafricanistes et qui
aujourd'hui, ils sont en train de mettre en route, n'est-ce pas, une sorte n'est-ce pas, de littérature qui permettent à chaque société de s'évaluer et de prendre des décisions stratégiques qui permettent véritablement d'affirmer l'afrocentrisme africain. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Norbert Mbayamba. On va prendre le sujet d'actualité. Le premier sujet, c'est le changement ou la révision constitutionnelle. Ça fait débat dans les salons politiques, dans tout le cercle politique. Certains ils sont favorables et d'autres disent non à cette tentative. Ils voient la manœuvre ou encore l'intention du pouvoir actuel de s'éterniser au pouvoir, bien que les bilans, selon eux, est largement merdique. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi, pour quelles raisons on doit réviser la Constitution et pourquoi maintenant? Alors, vous allez m'excuser. N'oublie jamais, je suis au cadre de l'UDPS, mais je suis panafricaniste et je suis scientifique. Il faut toujours prendre mes différentes composantes en considération parce que la réflexion va porter sur 3 compartiments. C'est bien ça. Je voudrais, et je venais de vous le dire, quand même, on n'est pas des enfants de bébés sous biberon. Ça va faire 64 ans. Nous sommes indépendants. Entre-temps, nous n'avons pas l'air d'avancer. Bien entendu, on recule. À cause de quoi? Parce que déjà, en 1960, nous étions parmi les pays en revenu intermédiaire, au même titre que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, etc. Le Canada, aujourd'hui, c'est 8e puissance économique. La Corée du Sud, c'est 10e puissance économique. Et l'Afrique du Sud, c'est parmi les 5, les BRICS. Donc, les pays émergents, les initiaux, en fait, du mouvement. Il n'y a que le Congo, aujourd'hui, qui retarde le développement de l'Afrique. Avec tout ce dont nous disposons. Avec tout ce que nous avons comme ressources minières, potentiel. À foison. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, je voudrais interpeller la classe politique. Donc nous avons fait du surplace ou nous avons reculé? Écoutez, nous, on n'est pas en train d'avancer. On avance en reculant. Parce que si nous étions parmi le pays en revenu intermédiaire, aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Le Canada, 8e puissance économique. La Corée du Sud, qui était au même titre que nous. Donc, nous avons dépassé parce que la Corée du Sud avait 257 $ par habitant par an. Nous avions à l'époque 368 $. Vous voyez, aujourd'hui, la Corée du Sud a 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous n'avons que 65 milliards. Est-ce que la solution à tout ceci ne serait pas trouvée dans ce dont vous disiez tout à l'heure, dans la refondation de l'État, les exigences qui doivent être le nôtre? Est-ce que la réponse, ça a trouvé dans la Constitution? Mais non, mais c'est tout justement, j'étais en train de vous dire, comme panafricain, j'étais en train de vous dire que nous avons tenté les solutions des autres. Les gouvernements à l'architecture occidentale, on y a tenté. Le gouvernement avec des professeurs d'université, on y a tenté. Le gouvernement avec des assistants techniques étrangers, on y a tenté. Le gouvernement avec le système économique libéral, socialiste, communiste, etc. On a tout essayé, ça ne nous a pas reçu. On a tout essayé. Rien n'a encore en pouvoir essayer aujourd'hui si dans la gibecière des solutions occidentales. Rien du tout. Alors maintenant, si on monte sur une échelle, on n'y arrive pas, il faut changer d'échelle. Qu'est-ce qui nous reste alors? Ce qui nous reste, c'est d'interroger, et naturellement, nos ancêtres. L'histoire glorieuse que l'Afrique a connue pendant 300 000 ans, avant qu'aucune autre race ne puisse exister. 35 siècles avant l'ère chrétienne, nous étions plus puissants. Nous étions en mathématiques, en écriture, en philosophie. Le premier médecin, c'est notre compatriote africain, Imhotep, noir de charbon. Et alors, mais quand vous allez à l'université, vous ne trouvez personne. Alors, pas personne, ça c'est trop radical, mais on n'est pas très intéressé par rapport à Imhotep. On reconnaît qu'Hippocrate est le père de la médecine moderne. Alors maintenant, il faut donc, dans les différents secteurs de la vie nationale, que nous puissions organiser
n'est-ce pas, une table ronde de refondation. Cette table ronde va regrouper les hommes politiques, va regrouper les hommes d'église, va regrouper les journalistes, la société civile, etc., la classe intellectuelle, les chercheurs, les scientifiques, compagnie. Et nous allons nous poser la question. 35 siècles avant la naissance de Jésus, nous étions puissants. Après, a commencé, n'est-ce pas, la traite, la colonisation, la néocolonisation. Aujourd'hui, nous avons au minimum 60 ans de soi-disant indépendants. Et alors, le résultat est catastrophique. Nous faisons quoi? Est-ce qu'on ne peut pas jeter un regard par rapport à la situation de nos ancêtres, 35 siècles avant que la naissance de Jésus, pour nous brancher nos intellectuels, nous revisiter, parce qu'en fait, le système d'enseignement, c'est un système de récitation. C'est un système de récitation. On est presque des perroquets. Il faut donc construire une dynamique vers le questionnement. Et lorsqu'on se questionne, on essaye de mettre en examen nos héritages traditionnels. Et on essaie de scientifiser ça. On retrouve notre essence. On essaie de scientifiser ça. On essaie de moderniser ça. Par exemple, nous faisons la démocratie. Ça, c'est important. Sur cette question, vous êtes philosophique. J'aimerais un peu que vous puissiez être un peu explicite. Ou en d'autres termes, si je vous comprends bien, en tant que panafricaniste, vous n'êtes pas favorable à une quelconque révision de la Constitution, puisque changer cette Constitution que nous avons aujourd'hui pour en adopter une autre qui serait calquée sur le modèle français reviendrait à ne rien changer. À ne rien changer. Et c'est comme ça que je vous dis qu'il y a des raisons pour changer la Constitution. Premièrement, c'est cette importation qui ne nous a pas donné vraiment des résultats. Deuxièmement, lorsqu'on se classe dans le système hérocentrique que nous utilisons aujourd'hui, les élections nous coûtent horriblement cher. Avec le pauvre Péassona, Malou, etc., on était à 546 millions. Mais on est à plus d'1 milliard. Nanga, on était à 800 millions. Actuellement, on est à plus d'1 milliard. Et le grand programme qui arrose les 145 territoires de notre pays n'exige que 1 milliard 600 millions, 660 millions. Et alors, cet argent-là, pour que finalement... Est-ce que ce n'est pas un faux débat, puisque on ne marque pas, ce n'est pas l'argent que nous manquons? Qui vous dit que nous avons l'argent? Je vous ai donné l'exemple. Toutes les réalisations, le prouesse que votre régime réalise chaque jour qui passe, aujourd'hui on est à plus de 13 milliards de dollars. C'est quand même... On est à 16. On est à 16 milliards de dollars. Oui, 18 milliards. C'est une première. Première. Pourquoi ne pas faire en sorte que cet argent puisse se sentir aussi dans l'assiette du Congolais? Les élections nous coûtent horriblement cher. Ça, c'est le modèle que nous avons importé. Et vous avez suivi plusieurs montants avec Malou, avec Nanga et aujourd'hui avec Kadima, etc. Cet argent aurait pu servir à quelque chose dans notre programme de développement local des 145 territoires. Parce qu'à ce niveau-là, il y a presque toute la population congolaise disséminée à travers le pays qui en est bénéficiaire. Il n'y a pas que ça. Lorsque on regarde l'architecture institutionnelle de la décentralisation, etc., c'est très clair que, beaucoup de gens, vous voyez, il y a 56 gouverneurs et vice-gouverneurs, vous avez autant d'animateurs exécutifs. Nous faisons la somme, c'est 1017, en tout cas d'après les projections qui ont été faites à l'époque par le général Kalomé, ministre de l'Intérieur. Nous avons plus de 3000 ministres et nous avons plus de 11 000 députés, commençant par le gouvernement central jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de la chefferie. C'est beaucoup d'argent. Ça frise ça frise une bourgeoisie politique. Or, c'est très clair que il y a un article qu'il faut déverrouiller. Lequel? Qui a été verrouillé. L'article 220
où on ne peut pas changer la durée du mandat, on ne peut pas changer le pouvoir de la province, etc. Je vous ai dit que la durée du mandat, 5 ans, quand vous y arrivez, c'est très clair que vous allez faire les états généraux pour avoir la photographie du pays. Lorsqu'il faut faire ces états généraux dans les différents secteurs de la vie nationale, ça vous prend pratiquement... Quand vous parlez du verrouillage de cet article, oui. Qu'est-ce que vous attendez par là? Non, je dis que l'article 220 a été verrouillé. Parce qu'il existe toujours la possibilité de revoir ou de réviser la Constitution. Oui, il y a une possibilité avec des mécanismes bien précis. Il y a un mécanisme de révision constitutionnelle. Mais à condition qu'on ne peut pas toucher l'article 220 qui est verrouillé. Verrouillé au niveau de la durée du mandat, verrouillé au niveau du pouvoir de la province. Or, c'est là que reposent les problèmes. Durée pourquoi? C'est parce que lorsque vous avez 5 ans, vous ne connaissez pas suffisamment le pays, vous devez actualiser les différentes données pour prendre des mesures correspondant stratégiques. Et donc, 5 ans ne suffisent même pas pour établir les états de lieu de la République. Vous pouvez même aller jusqu'à 7 ans. Vous pensez que le législateur a tort quand il accorde 5 ans à un chef de l'État? Oui, parce qu'il a imité la France. Il a imité la France. Et c'est comme ça que je vous disais que la France, il n'y a pas longtemps avec Mitterrand, c'était 7 ans. Même avec Chirac, première année, premier mandat, c'était 7 ans. Et j'espère, Lionel Jospin est arrivé pour proposer que ça soit 5 ans. Alors, lorsque vous êtes en France, et là, l'exemple que j'ai donné, la France a 70 millions d'habitants, le Congo-Kinshasa a 120 millions d'habitants, la France a un budget de 400 milliards d'euros, le Congo-Kinshasa a un budget à peu de 18 millions. 18 milliards. Mais attention, ce sont des moyennes statistiques. Il faut mobiliser les ressources. Il faut mobiliser en recette. Voilà. Et la France a un produit intérieur brut de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Je ne dis pas 3 000. 3 000 milliards. 3 000 milliards. Et le Congo n'a que 64 à 65 milliards de produits intérieurs bruts. Entre-temps, vous dites non, Congo, il faut 5 ans. Comme la France, 5 ans. La France a déjà résolu ce problème à proportion de 80%. Le Congo, tout est à l'état d'animalité zéro. On commence tout à zéro. Vous voyez? Et donc, c'est comparer les incomparables. Dans ces mêmes pays, nous avions tous assisté, même applaudi, où on a assisté à un début de développement ou de changement avec l'arrivée au pouvoir de Laurent Moussé-Désiré Kabila. Il n'a pas attendu 4 ans, 3 ans pour imposer sa vision. Juste au lendemain de son avènement au pouvoir, il a pu faire changer un certain nombre de choses. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Est-ce que c'est cette constitution, la durée qui pose problème ou la vision que vous devez avoir une fois au pouvoir? Non, il faut faire beaucoup d'intention. C'est comme ça que je dis, il faut une table ronde de refondation. Parce que quand vous dites Laurent Kabila... Table ronde de refondation, là vous êtes sur le plan en tant que panafricain. Là vous essayez de parler mais en tant que politique. Oui. Et les cadres à ce moment-là ne devraient plus être les mêmes. Non, mais il ne faut pas comparer les incomparables. Nzé Laurent, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de considération, qui a démontré qu'il avait une vision, c'est clair. Mais Nzé n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il avait une vision, il a vulgarisé sa vision d'organisation de la population. Ça, c'est une thématique très importante. Et il a attendu combien de temps? Non, mais il a largué. Il a largué, non? Mais il fallait matérialiser. Et on entendait la matérialisation. C'est là qu'on peut identifier les forces et les faiblesses. On n'y est pas arrivé. Parce qu'effectivement, il a été assassiné. Alors vous dites, nous, on est là. Il y a combien? Ça va faire 6 ans. Il n'a pas matérialisé sa vision? C'est ce que vous dites? Oui, il n'a pas matérialisé. Mais pourquoi on l'appelle alors héros national? Non, mais il est héros national, il est mort pour la cause nationale. Laquelle? Laquelle? Parce qu'en fait, il s'est abstenu de pouvoir trahir notre pays en marchandant les richesses de la République. Il n'a pas signé un contrat qui puisse remettre en question sa dynamique nationaliste. Il n'y a pas que ça.
il a posé certains actes. L'amour aussi pour le peuple. Mais c'est justement, il n'a pas voulu trahir notre pays. C'est-à-dire, trahir notre pays, il n'y a pas de pays sans peuple. Donc, il était en communion avec notre peuple, mais matérialisé en termes de résultats palpables par rapport à la mise en œuvre ou à l'implémentation de sa vision. On n'y est pas encore arrivé. Parce que personne ne peut me donner justement les chiffres qui déterminent que voilà les prévisions, voilà les réalisations, voilà les performances. On n'est pas arrivé là. Nous étions au niveau de poser des jalons. Il n'a pas cessé de poser les jalons. Il a été... Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas au niveau de poser les jalons. On est bien loin là. Comment vous dites ça? On n'a même pas encore posé les jalons. On est encore en train de tituber un peu. Non, mais nous avons le programme de président Félix Tshisekedi, c'est un programme qui a été inspiré du programme du fait Etienne Tshisekedi, qui portait sur la vision... Il en avait un. Excusez, il y en avait. Moi-même, j'ai participé. Il ne faut pas croire qu'à l'île d'espèce, il n'y a pas des hommes qui ont une très grande sagacité. Ah non, il y avait, ça s'appelait Ensemble pour la patrie, parce que beaucoup de gens ont créé des trucs ensemble, croyant que... Je peux te montrer même dans mon phone le grand programme qui a été élaboré. Mais dans ce programme, qu'est-ce qui était contenu? Non, mais il y a pas mal de choses dans les différents secteurs de la vie nationale. Comme quoi, par exemple? La construction d'une économie nationale. Ce que vous êtes en train de parler des zones économiques spéciales, etc. Quand vous regardez, n'est-ce pas, dans notre programme gouvernemental à l'époque d'Etienne Tshisekedi en 2011, on en trouve. Vous voyez, c'est ce qui est aujourd'hui rendu opérationnel. Ce que vous parlez des services nationaux, qui a été un service qui a été créé par ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps, mais ça n'a pas donné de performance. Mais il l'a remis en service. Attention. Parce qu'en réalité, nous avons 3 types de résultats. Le débat est fondamentalement intellectuel. Dans le résultat que l'on veut apprécier la performance d'une institution ou d'un régime, il y a les extras. Les extras, c'est dire, vous avez prévu un hôpital et vous construisez un hôpital. Les faits, c'est dire qu'à l'intérieur, il y a des gens qui viennent et il y a même un personnel qui a été recruté pour soigner les gens. Ça s'appelle effet. Les résultats analysés sur base des effets. Mais il y a le 3e niveau des résultats qui, du reste, est le résultat systémique, c'est justement l'impact. Qu'est-ce que vous avez fait et quel type d'impact vous avez donné? Vous risquez de produire une maison qui ne donne pas la possibilité aux gens d'avoir accès au traitement. Et quel est l'impact de vos projets, l'impact de vos actions que vous menez sur le terrain pour changer la situation de Congolais tant soit peu? Parce que nous ne devons pas voir tout en noir, parce que c'est à mettre à l'actif du chef de l'État actuel, parce qu'on a vu plusieurs services qui étaient à l'agonie, mais qui sont relevés aujourd'hui. Voilà. Et le chef de l'État a quand même cette capacité, il a mis beaucoup de moyens dans certains services. Je prends l'exemple de l'ONEM, qui est en train de renaître aujourd'hui, on en parle. Il y a quelques années, on n'en parlait pas. L'IGF, il a mis des moyens. Dernièrement, on a assisté, le lundi dernier, on a assisté à l'inauguration même d'un nouveau bâtiment Pumpanef. Il y a les services nationaux. La Cour de compte. Il y a la Cour de compte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, de choses, beaucoup de projets dans lesquels le chef de l'État ou le gouvernement actuel met beaucoup de moyens, mais il se pose un problème. Le problème de casting. Parfois, les personnes que vous trouvez pour piloter ces services ne sont pas toujours les bonnes. Gédéon, je suis d'avis avec vous et je vous remercie infiniment lorsque vous reconnaissez ces choses. Parce que vos téléspectateurs ont tendance à me tenir rigueur lorsque j'essaie d'énumérer, ne serait-ce que ce qui est fait par le président de la République. La situation, elle est complexe. On ne cherche pas des solutions simples à des problèmes complexes. Mais au moins, le président de la République, qui a sa vocation, qui a été élevé dans une sorte de marmite révolutionnaire pour que le Congo fonctionne autrement, a essayé de faire un certain nombre de choses. Mais nous avons des séquences pour faire cette analyse. La première séquence, ce sont les 5 ans passés du premier mandat. Dans les 5 ans du premier mandat, il y a eu 2 ans et demi où il a fait une coalition FCC, etc. Et vous connaissez ce que cela représente en termes de la vitesse de décision à prendre, en termes de respect par rapport aux priorités, compagnie, etc. Tout simplement parce que 65% du gouvernement de l'époque était
de son allié de la coalition, qui était le FCC. Et il n'a pas eu la tâche facile. Raison pour laquelle, à un moment, il a pris des dispositions pour faire appel aux uns et aux autres pour dire, au nom de la nation, ne voyons pas les clivages politiques, voyons la République comme étant notre seule patrie. Et avec les 2 ans et demi, le président de la République commence déjà à 2021 à mettre en place ce qu'on a appelé les programmes. Donc, ce sont tous ces impératifs le PDL dont vous voulez vous passer aujourd'hui. Et il a dit qu'il faut requinquer les services de l'État. Il faut faire renaître, n'est-ce pas, les différents services qui pouvaient bien jouer le rôle. On y est. Et dans le lot, vous voyez les GEF, vous voyez tous ces services, la Cour des comptes, compagnie, etc. Vous voyez, il tient Mordikis également à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'ils n'ont pas suffisamment bien joué leur rôle. Parce qu'en réalité, le monitoring de l'action publique se fait aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup. Vous voyez la société civile, comment elle travaille, etc. Vous voyez les différents services. Il n'y a pas que ça. La mobilisation des ressources. Merci. On est parti de 4 milliards en termes de ressources propres, toutes les réductions faites. À l'époque, avec le Premier ministre. Mais ce ne sont que des statistiques, on doit les sentir véritablement. Bien entendu, parce que vous avez parlé tantôt de l'impact. Il faut poser les jalons. Comme on dit, on dit gratuité de l'enseignement. Vous ne pouvez pas, à la première année, dire, écoutez, il faut que ça soit quantitatif et qualitatif. On va revenir sur le sujet. 6 millions d'élèves à l'école. Alors maintenant, il y a des problèmes qui surgissent, la construction des écoles, dans les standards requis, etc. Voilà. On va revenir sur le sujet. Les routes sont en train véritablement d'être affectionnées. Voilà. Mais tout ceci semble se crouler comme un château de cartes à partir du moment où les chefs de l'État ne semblent pas porter son propre programme. Parce que là, il est en train d'exécuter le programme de son père. Non. Ou du parti. C'est ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Mais écoutez. Lorsque François Hollande arrive à la présidence de la République, il est socialiste. Le socialisme, il y a eu un projet de société. Il y a des textes et lois, et des textes réglementaires par rapport à ça. Il y a la vision socialiste. Mais vous venez, vous avez fait un habillement en actualisant, n'est-ce pas, les données. Et ça, c'est vrai. Donc, il ne peut pas sortir. Vous avez dit clairement qu'il a été en train d'exécuter le programme. La vision du peuple d'abord, c'est une vision qui a été, n'est-ce pas, animée par le fait Dr Etienne Tshisekedi en 2011. Et pourquoi parler du peuple d'abord quand on sait que lorsque vous accédez au pouvoir, vous devez travailler pour le compte du peuple. Ah non, c'est pas tout le monde. C'est pas pour votre ventre, mais encore pour votre famille. C'est pas tout le monde. Ça, dans la pratique ou de manière générale, c'est comme ça. Mais c'est ça la vision. Nous nous engageons tous et nous réitérons solennellement que nous devons travailler en faveur de notre peuple. Est-ce que ça devait être la vision? Ou la vision devait être autre chose? Non. Parce que même les députés travaillent pour le peuple. Il ne s'agit pas d'une question sémantique. Il s'agit d'une question que l'on donne parce qu'en fait, l'analyse sémantique est polysémique. Nous disons peuple, d'abord, nous donnons un contenu par rapport à ça. C'est-à-dire le peuple au début et le peuple à la fin. C'est-à-dire le peuple est en amont et en aval. C'est lui qui est consulté en amont pour déterminer ses priorités. C'est lui dont on demande la contribution pour matérialiser, pour lutter contre tous ces problèmes. Et c'est lui qui a bénéficié par excellence de l'action qui a été menée. C'est ça le peuple d'abord. Peuple en amont, peuple en aval. Lui l'actionnaire et lui le bénéficiaire. Merci. C'est ça la vision. Et quelles dispositions aujourd'hui bloqueraient les chefs de l'État à implémenter sa vision, par exemple? Mais on est en pleine implémentation de la vision. Mais pourquoi alors changer? Mais quand on vous dit... Pourquoi changer la Constitution? Mais changer la Constitution... Si votre mandat est positif, si aucune disposition ne vous empêche de porter votre projet à votre vision ou votre projet à bien, mais pourquoi changer? Mais c'est Gédéon. Il faut avoir la mémoire très fertile. Lorsque cette constitution a été élaborée, je pense qu'elle a été adoptée. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas été d'accord. En 2005, lors des référendums, c'est comme ça que le président Tshisekedi, Etienne, à l'époque, avait lancé un mot d'ordre pour dire
nous ne participons pas au référendum. Et nous n'avons pas participé au référendum. Et quand Kabila voulait changer, toucher à la même constitution, vous Oui, vous êtes opposé. Parce qu'il voulait monopoliser les changements constitutionnels. Et aujourd'hui, vous voulez rappelez, monopoliser quoi? Vous vous rappelez qu'à janvier 2011, il a été changé, la constitution, de manière, j'allais dire, non, il y a un terme que j'allais utiliser, mais cette constitution a été changée de manière rapide, de 2 tours à 1 tour, et ce qui n'était pas dans l'assentiment de notre peuple. À la différence de nous, c'est que le président de la République, lorsqu'il s'est trouvé à France, devant les Congolais, et justifiant leur état, justement, de la sortie du gouvernement souminois, etc., dira qu'il y a des petites choses dans notre constitution qui exigent naturellement qu'on puisse jeter un regard regardant pour qu'on modifie. On modifie cette constitution. Vous avez parlé de beaucoup de moyens, de beaucoup d'argent qu'on perd dans les élections. On voulait un peu gagner un peu d'argent en supprimant le deuxième tour. Non, il a dit ceci. Il a dit ceci. Lui-même ne savait même pas que tous les points. Non, il a dit il faut qu'il y ait une commission. Une commission qui regrouperait les Congolais, opposition, majorité, tous les chercheurs, les spécialistes de la question, etc., pour nous pondre quelque chose qui correspondrait à l'évolution positive de notre société. C'est ce qu'il avait dit. Et nous n'avons même pas encore la commission. Tout le monde conteste qu'il veut véritablement profiter d'un autre mandat par rapport à ça. Parce qu'il faut que l'on comprenne sincèrement. Si dans l'hypothèse, on changeait la Constitution, c'est très clair qu'on donne la possibilité, même Raïs Kabila qui était... de revenir dans le jeu. Bien entendu dans le jeu. Et on ne peut pas donner cette opportunité. Voilà. Donc... Et pourquoi vouloir de la révision constitutionnelle seulement au second mandat du chef de l'État? Mais c'est tout simplement parce que nous avons les leviers du pouvoir en main. Nous avons boycotté le référendum constitutionnel. C'est là que vos détracteurs vous prêtent toutes les intentions du monde. Non. Nous avons boycotté les élections. Le référendum constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons gagné haut à la main. Haut la main, ce n'est pas les élections. Nous avons une majorité à l'Assemblée, une majorité au Sénat. Et nous disons, c'est le moment que nous pouvons véritablement introduire certaines innovations à l'intérieur de notre Constitution, etc. Voilà, nous avons cette opportunité. Nous avons 5 ans. Les moments est propice et aussi les conséquences qui découleraient de cette tentative de révision de la constitutionnelle. Conséquences, ça veut dire... Conséquences nous positives comme négatives. Non, nous ne faisons pas dans une approche directionnelle ou dans une approche directive. Nous le faisons dans une approche consensuelle. Ça veut dire une commission qui regrouperait les différentes tendances de notre pays, des différentes composantes de la République, et qui prennent la Constitution sans velléité aucune, et qui analyse point par point pour dire, voilà que nous avions autant de constitutions tout au long du cheminement de notre pays, et qu'est-ce qui peut nous bloquer, nous? Entre-temps, ça n'exclut pas la responsabilité du président Tshisekedi et son équipe de continuer à travailler pour notre peuple. La présence d'une table ronde n'exclut pas la responsabilité du président de continuer à matérialiser, à travailler pour son mandat. C'est cela. Mais les gens pensent que lorsqu'on veut changer, c'est comme si c'est véritablement l'UDPS au travers la personne du chef de l'État qui veut changer. Ah non! Il y a nécessité que cette constitution soit changée, mais quelles sont les dispositions qui doivent être changées et quelles sont les motivations? C'est le débat à l'intérieur de la commission pour que finalement on puisse avoir quelque chose. Est-ce que vos partenaires l'entendront de cette oreille? C'est comme ça que le débat est lancé, c'est comme ça que nous tous nous partons. Il peut y avoir une nuance dans l'approche, mais on finira toujours de trouver un consensus autour de cette question primordiale parce que l'avenir de notre pays en dépend. Mais quand on sait le jeu de politique, il y a lieu de redouter les pires. C'est qu'on voudra changer la Constitution pour visiblement ne rien changer et s'accrocher au pouvoir, rester dans la politique politicienne et ne pas vraiment se relever ou se hisser au niveau de la politique qui apporte des solutions, des résultats. Regardez, cher ami, on ne peut pas aller comme ça. Sinon, on est assassin de la République.
Nous avons besoin, parce que nous sommes le seul groupe qui a fait autant d'années depuis que l'on parle de la démocratie dans notre pays, mais en dehors des institutions de la République. Et nous disons que les changements doivent venir de nous. C'est très important. Et le chef de l'État est suffisamment pudique pour justement amorcer ces différentes réformes. Mais le problème, c'est que l'on soit désintoxiqué des émotions, qu'on puisse dégonfler tous nos émotions pour que tout et chacun, dans le groupe qui est le sien, etc., commence à analyser qu'est-ce qui est à enrichir, qu'est-ce qui est à enlever, comment nous allons véritablement. Et ça se fait indépendamment de la responsabilité dont nous avons le devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple. Il y a aussi lieu de dépassionner les débats pour qu'on puisse avoir une constitution ou encore arriver à cette idée ou à cette intention de vouloir réviser la Constitution. C'est ça. Si tous les mécanismes sont réunis et toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas pourquoi ne pas y aller? Parce que la Constitution aussi a prévu des mécanismes de sa révision. Et aussi, en tant qu'œuvre humaine, elle est perfectible. Elle est perfectible et nous devons en être conscients et nous devons dégonfler nos émotions. Alors, c'est question parce que l'avenir de notre pays en dépend. Tout à fait. On ne peut pas, franchement... Surtout l'appel, c'est à vous qui êtes au pouvoir, parce qu'on voit déjà cette intention-là de vous accrocher éternellement. Vous voyez, même si personne ne fera 1000 ans au pouvoir, mais on vous accorde cette intention. Mais non, ça a existé. Ça a existé au fil de la gestion de notre pays, mais ça ne veut pas dire que tout le monde fera la même chose. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on pose les jalons, un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Tu sais qu'elle disait qu'il ne se voit pas s'éterniser, il ne pense pas pouvoir s'éterniser au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-il pas induit en erreur par l'union sacrée ou par des conseils véreux? Non, mais comment on peut dire qu'il est induit en erreur dès lors que on n'a pas encore la Constitution et la procédure d'acquisition de la Constitution passe par une commission qui devra être mise en place et cette commission sera représentative et après la représentativité et la production d'une mouture, cette Constitution sera balancée à la disposition de notre peuple pour référendum. Encore que, bon, ça va coûter énormément aussi. Est-ce que ça va se faire pendant le mandat? Est-ce que c'est de tout ça qu'il faut véritablement mijoter au lieu de verser dans la guéguerre à la zaïroise où on croit qu'on veut y aller comme Mobutu, compagnie, etc. Moi, je ne pense pas que le président Tshisekedi puisse se comporter de la même manière que les autres. Merci beaucoup. On ne doit pas fétichiser les débats. C'est important pour tous les leaders politiques. On va parler de la dernière question sur l'état des sièges. Qui a été prorogé pour une énième fois pour les élus de la province du Nord et du Touri. Ils s'y opposent parce que l'état de siège n'a pas apporté les résultats escomptés. On prend cette intervention du député national Peter Kazadi, ancien ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur cette question lors du débat à l'Assemblée nationale. Et de chacun soit garanti. Mais en prenant ces mesures, c'est comme qui dit, un enfant malade, on lui administre une piqûre, ça lui fait mal, mais c'est pour sauver. J'ai dit ceci pour rappeler aux amis qui ont parlé avant moi que tout n'est pas que mauvais. Tout n'est pas que mauvais. Je vous ai dit que j'ai géré pendant une période de la sécurité de ce pays. Je peux vous rassurer, chers collègues, que l'État, s'il vous plaît, soyons tolérants, soyons tolérants, soyons tolérants. Je peux vous rassurer que l'état des sièges contient aussi des points positifs. Parmi ces points positifs, nous avons compris combien nous avons été infiltrés. Parce qu'avant l'état des sièges, nous avions beaucoup d'ennemis qui étaient parmi nos services. Et l'état des sièges a permis à les déceler. On peut compter ça comme l'un des points positifs de l'état des sièges.
c'est qu'il faut, j'entends des gens dire que depuis que l'état de siège existe, nous avons perdu plusieurs territoires, vous avez raison. Mais n'oubliez pas que nous sommes victimes de l'agression rwandaise et que chaque fois que les Rwandais décidaient d'attaquer notre pays, il suffisait de 2 semaines pour arriver à Goma. Aujourd'hui, nous comptons plus d'1 année. À quoi sert de garder cet état de siège qu'on a déjà vidé de substances? Il faut faire l'évaluation. Je suis d'accord qu'il faut évaluer cet état de siège. Il y a des millions de dollars qui sortent de Kinshasa comme frais de fonctionnement de cet état de siège. Mais ces millions sont consommés ici à Kinshasa. Je prends le cas de 33 millions. 33 millions de dollars qu'on avait affectés à 2021. Mais lorsque nous avions fait l'enquête avec l'ancienne commission de sécurité, la commission... Voilà, le débat a eu lieu lundi à l'Assemblée nationale et c'est les ministres de la formation professionnelle qui étaient devant les élus nationaux pour défendre l'opportunité de la prorogation de cet état de siège pour les députés Crispin Bindoulé. L'état de siège est devenu une affaire d'enrichissement pour certaines autorités de Kinshasa. À en croire ses propos, 33 millions de dollars ont été détournés, les 33 millions de dollars destinés à l'état de siège ont été détournés depuis Kinshasa. Et donc, visiblement pour lui, l'état de siège a été vidé de sa subsistance. Notre invité va répondre à cette question. Et aussi, à l'opposé, c'est le député Peter Kazadi qui note quelques points positifs de l'état de siège malgré le revers qu'on voit sur terrain. Et alors, Norbert Yamba, pourquoi vous, député de l'UDPS ou du pouvoir ou de la majorité, vous êtes le seul à ne pas voir les calvaires de l'état de siège? Merci beaucoup, mais il ne faut pas tirer cette conclusion non concluante. Il n'y a pas longtemps, on a voté la prorogation de l'état de siège. Ce n'est pas seulement les députés de l'UDPS. C'est pratiquement la majorité. Les quelques rares qui se sont abstenus. Ce sont ces conclusions-là qui frisent véritablement je reformule ma question. Pourquoi seulement vous, qui n'êtes pas ressortissant de l'espace, qui ne voyez pas le calvaire de l'état de siège? Non, nous voyons tous le calvaire de l'état de siège. Et si toutes les provinces n'étaient pas solidaires au Grand Kivu, etc., je crois que ça serait déjà parti. Il faut éviter ça pour saucissonner notre pays en termes d'appartenance géographique. Les moyens partent, n'est-ce pas, de Kinshasa, et ils arrivent là-bas. Moi, je suis consultant pendant plusieurs années. J'étais à Beni, j'étais à Butembo, j'étais à Nyiragongo, à Goma, Bukavu, un peu presque partout dans tous ces endroits-là. J'ai trouvé véritablement, il y a des endroits où vous ne sentez même pas qu'il y avait la guerre. Vous voyez des gens devenus riches, même des gens qui étaient minables à l'époque. Là, c'était quand vous étiez directeur de cabinet du ministre... Avant que je ne sois directeur de cabinet. Ministre Peter Kazadi. Avant que je ne sois directeur de cabinet et avant que le gouvernement Tshisekedi n'arrive. À Bukavu, vous allez voir des hôtels, des personnes, des individus, vous voyez, qui détiennent. Et quand on pose la question, on vous dit, ben voilà, la guerre fait des affaires. Et donc, cette volonté, cette assertion des affaires pendant la guerre a commencé depuis très longtemps. Et je m'excuse beaucoup. Et avant qu'on arrive, il y avait, n'est-ce pas, des autorités civiles qui ont été élus gouverneurs de province, gouverneurs responsables militaires et compagnie, etc. Et la guerre a continué. La guerre a continué avec des civils. Mais écoutez, je crois que le débat est fondamentalement intellectuel. Il faut quand même poser, n'est-ce pas, des principes généraux pour trouver la solution.
Est-ce qu'en suivant l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui était votre chef à l'intérieur, est-ce que, le suivant, dans son intervention à l'Assemblée nationale, il semble être convaincant? Mais il est convaincant. Quand il soulève le point positif de l'état des sièges? Écoutez, j'ai dit il faut faire l'analyse coût-bénéfice de chaque option. L'option de remettre les civils au pouvoir et l'option de continuer avec l'état des sièges avec le militaire. Quelle est l'option qui est plus efficace, plus performante dans le maintien de la sécurité et de la paix? Toute analyse est faite. On s'est finalement rendu compte que l'option avec, n'est-ce pas, la responsabilisation des militaires au travers de l'état d'urgence s'avère plus efficace. Parce que ce sont des guerriers professionnels. Certainement qu'il y a des douleurs d'enfantement, les détournements. C'est même plus aujourd'hui. Si on parle à ce jour de plus de 33 millions qui sont détournés, non pas par les responsables militaires, mais par les autorités de Kinshasa. Bon, voilà, il faut... Ça vient d'un député de l'UDPS, de votre parti. Oui, alors maintenant, voilà, c'est à la sincérité. Parce que vous risquez de dire, c'est la complicité de l'UDPS. Au moins... Cette dénonciation vient d'un député de l'UDPS, encore que la justice fasse son travail, que si ce sont les militaires qui ont détourné cet argent, eh bien, il parle de 2021. Il parle de 2021, je pense. 2021, ce n'est pas le gouvernement ici. Voilà, ce n'est pas ce gouvernement ici. C'est un gouvernement qui est lié... Il parle depuis que l'état de siège a été instauré. Depuis que l'état de siège a été instauré. Ça fait 3 ans et c'est plus de 33 millions de dollars qui ont été débloqués pour la cause. L'esthétique et l'ambiance démocratique, elle est très utile lorsqu'il y a circulation de l'information. Parce que si on n'a pas l'information, on ne peut pas prendre des décisions stratégiques. Et alors maintenant que les députés nous révèlent qu'il y a eu détournement de 33 millions de dollars, il va falloir effectivement que les décisions, les orientations soient prises dans le sens de responsabiliser la justice correspondante pour qu'effectivement la vérité soit établie. Mais je suis évaluateur macroéconomique formé. J'ai toujours eu l'abstention de tirer des conclusions concluantes autour des chiffres. Lorsque on dégage 33 millions, c'est peut-être que ces 33 millions ont été destinés pour réaliser quelque chose. Il va falloir qu'un audit soit fait pour voir sur les 33 millions, pour réaliser telle ou telle chose, combien a été utilisé, combien représente la possibilité qu'on n'a pas véritablement de traces. Ça, il faut le faire. C'est ça l'harmonie, c'est ça aussi avoir la rigueur intellectuelle. Voyez, donc, alors maintenant, quand on tire des conclusions sur des chiffres globalisants, là, ça devient un peu inquiétant. Voilà. Merci beaucoup, Norbert Mbayama, d'être venu. C'est la fin de l'émission. On a toujours envie de continuer avec vous. Malheureusement, pour aujourd'hui, ce sera la fin. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que le téléspectateur comprenne que j'ai porté des casquettes. La casquette de panafricain, et j'ai dit que ce droit, cette constitution que nous utilisons est fondée sur le droit gréco-romain ou le droit romano-germanique. Il faut une table ronde de refondation d'un droit qui sera fondamentalement afrocentrique. Pour les cas, portant ma casquette d'un homme politique et membre de l'UDPS, je dis que le mandat qui est verrouillé, le pouvoir de la province qui absorbe beaucoup d'argent, etc., nécessite qu'on y réfléchisse pour voir quel devrait être le modus vivendi à trouver pour que finalement la durée puisse servir non seulement à faire les états de lieu, mais aussi à rendre opérationnels les programmes gouvernementaux. Et qu'on puisse voir également pour les compétences de province ou pour les animateurs de province, au lieu d'avoir des hommes qui sont élus pour qu'il y ait une guerre récurrente, permanente avec les députés provinciaux, etc., qu'on ait un mode qui permette véritablement de dégonfler les tensions et de dévriller, n'est-ce pas, cette guerre dont on a fait profession. Merci beaucoup, Norbert Mbayama, ce sera votre dernier mot. Nous nous quittons et on se retrouve pour demain avec la dose de plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et abonnez-vous, commentez et likez et pourquoi pas ne pas partager nos contenus.
Nous vous remercions de votre soutien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.